Merci bien, Madame la Présidente. D'abord, je salue les collègues des oppositions qui sont présents à cet exercice-là. Je salue les collègues aussi de la formation politique et toutes nos équipes qui nous aident à répondre aux questions. Dans les remarques préliminaires, je voudrais m'attarder sur un exercice important qu'on réalise. En fait, on a commencé ça en juillet-août de l'an passé. On a déployé un nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, PSTQ. On a réellement fait 3 rondes d'invitation préalablement. Une en décembre, une en janvier, une en février. C'est bien parti. 6 928 personnes en 3 invitations. Et qui sont ces personnes-là qui ont été invitées lors des 3 premières invitations du programme de sélection des travailleurs qualifiés? D'abord, beaucoup des diplômes du Québec. Donc, je veux envoyer le message à nos institutions d'enseignement supérieur, les cégeps, les universités. On a dit qu'on prioriserait les diplômes québécois. Bien, écoutez, 54 des invitations jusqu'à présent, eh bien, ce sont des personnes qui ont un diplôme d'une institution québécoise qui ont été sélectionnées, non pas pigées au hasard, mais bien sélectionnées dans le cadre du PSTQ. Donc, c'est un message pour nos établissements d'enseignement supérieur, pour nos étudiants étrangers, vous avoir confiance d'être sélectionnés puisque c'est prioritaire. Ensuite, évidemment, comme on sélectionne, on ne prend pas les gens par ordre d'arrivée comme ça, bien, on choisit les gens qui exercent une profession en déficit de main-d'œuvre. Bien, depuis le début, 93 des gens sélectionnés sont dans des domaines en déficit de main-d'œuvre parce que, évidemment, lorsqu'on décide de donner la permanence à quelqu'un qui est ici sur un statut temporaire, je le répète, je le précise, les gens qui sont ici sur un statut temporaire ont signé comme quoi ils étaient prêts à quitter. C'est un statut qui est temporaire. Ils doivent, lorsqu'ils acceptent ce statut, ce permis-là, dire peut-être que je devrais partir. Mais nous, on dit, si vous êtes en déficit de main-d'œuvre, dans un secteur à déficit de main-d'œuvre, on vous prend de manière permanente. 66,4 des gens sélectionnés résident à l'extérieur de Montréal et Laval. Et si je disais juste Montréal, je dirais 70 des gens sont à l'extérieur de Montréal. Donc, on ne peut pas dire qu'on prend personne à Montréal. 30 des gens qu'on prend sont à Montréal. D'ailleurs, plusieurs sont des diplômés de nos institutions, de des grandes institutions sur l'île de Montréal. Mais quand on parle d'une opération de régionalisation, bien, c'est de ça dont on parle. D'ailleurs, lorsqu'on parle de régionalisation, allons-y région par région, donnez quelques exemples. Par exemple, en Estrie, bien, 5,8 ça, c'est la proportion du poids démographique de l'Estrie au Québec. En 2024, même s'ils sont 5,8 de la population, en Estrie, ils ont eu juste 2,3 des gens dans le programme PEC. Ils étaient réellement défavorisés par le PEC. Ils sont 5,8 de la population, il y avait 2,3 dans le programme PEC. Depuis la ronde d'invitation PSTQ, ils ont reçu 6,4 des invitations. Donc, l'Estrie, réellement gagnant. Je pourrais dire la même chose pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont 3,2 de la population. En 2024, ils ont eu 1,8 des dossiers dans le PEC. Ils étaient défavorisés par le PEC. Mais avec le PSTQ, ils sont 3,2 de la population. Ils ont eu 4,2 des invitations. Et on peut continuer comme ça pour beaucoup de régions. C'est ce qui a amené d'ailleurs dans des médias régionaux des gens qui ont souligné le travail du nouveau programme. Par exemple, dans l'hebdo Mont-Matane, je lis le titre de l'article, « Le Bas-Saint-Laurent profite de la régionalisation de l'immigration », un extrait. Au Bas-Saint-Laurent, les résultats sont déjà visibles. En seulement 3 vagues d'invitations mensuelles, le nombre de personnes invitées dans le cadre du PSTQ dépasse celui des requérants principaux sélectionnés dans le PEC durant toute l'année 2024. En 3 rondes d'invitation, en 3 mois de PSTQ, ils ont eu plus de personnes que dans le PEC pour toute l'année 2024. Dans le journal L'Horizon, le titre « Une régionalisation de l'immigration qui fait ses preuves ». Dans le journal Montémiscouata, le titre « Québec poursuit ses efforts pour régionaliser l'immigration et le Bas-Saint-Laurent en récolte les fruits ». Dans le Nord-Côtier, le titre « Immigration, des invitations octroyées à la Côte-Nord via le programme de sélection des travailleurs qualifiés ». Radio-Canada Côte-Nord aussi souligne ce qui a été fait. Et un exclusif, Madame la Présidente. On dirait scoop, mais comme ils disent en français, je veux dire un exclusif. Nous faisons aujourd'hui 2500 invitations. Les invitations du mois de mars, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et mon équipe m'a dit que quelqu'un a écrit ceci. Aujourd'hui, ayant reçu une invitation,
sur un média social. On ne le connaît pas, mais cette personne-ci a témoigné aujourd'hui. Merci, mon Dieu, première étape franchie. J'ai reçu aujourd'hui mon invitation dans le volet 3, profession réglementée, PSTQ. J'ai soumis ma déclaration d'intérêt il y a seulement 2 semaines. Mon pointage, 722. Je travaille actuellement comme préposé aux bénéficiaires, mais j'ai déclaré comme profession principale infirmier puisque j'ai déjà obtenu une reconnaissance de l'Ordre des infirmiers. Je suis au Québec depuis 1 an et 6 mois, à l'extérieur de la CMM. Même si le PEC ouvre, je ne suis pas admissible. Je ne fais pas encore 2 ans d'expérience. Donc, cette invitation montre bien que, 1, le MIFI ne fait pas un tirage au sort, mais sélectionne selon les profils recherchés, les secteurs prioritaires. Dans mon cas, profession en forte demande. Bon courage à tous, lâchez pas, votre taux peut arriver plus vite que vous ne le pensez. Témoignage d'un client satisfait. 2500 invitations aujourd'hui s'annoncent aux 6928 faites préalablement lors des 3 premières invitations. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Donc, maintenant, nous allons passer aux échanges. Alors, Monsieur le député d'Acadie, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, collègues députés. Bonjour aux gens qui vous accompagnent également, Monsieur le ministre. Quelques questions pour vous dans cet échange. Quel est votre budget en francisation en 2026-2027? Si bien, Madame la Présidente. Ministre. Oui, je vais retrouver le chiffre ici dans mon dossier francisation. Le budget, excusez-moi, on va me l'envoyer. Est-ce qu'on l'a dans le Teams ou je le trouve ici? Ici, j'ai les chiffres pour la francisation, le montant. Ah, voilà, je l'ai. Très bien, merci. Alors, pour 25-26, dépenses, 252,9 millions. Il y a une partie des sommes qui ont été transférées en accompagnement, soutien à l'intégration dans le PACI et aussi pour la reconnaissance des diplômes des gens qui sont arrivés. Et il y a une variation par rapport à l'an passé, c'est plus ou moins? L'an passé, je vais vous faire un petit historique, là. En 2021, 172 millions. 21-22, 168. Juste pour l'an passé. J'arrive là. 22-23, 186. 23-24, 217. 24-25, 251. 25-26, 325. Donc, 25, 26, 300. 25, 26, vous avez dit 300. 25, 26, 325 millions étaient budgétés. 325 millions, puis 26, 27. Pour le budget 26-27, pour l'année qui vient, on va me transférer l'information, vous donner. Mais ce qu'on a dépensé cette année, à terme, ça a été 252,9 millions, puisqu'on a utilisé des sommes aussi pour, ça s'appelle le PACI, le programme d'accompagnement du soutien à l'intégration, puis aussi pour la reconnaissance des compétences des personnes qui sont sur le territoire. Pour 26-27, on va me transférer l'information. Et le voici, ouais. 258 millions pour 26-27. Pour 26-27, donc c'est une diminution. Dans le livre, volume 2, budget des dépenses, à la page 212, en ce qui a trait à votre ministère, on parle d'un réaménagement budgétaire au bénéfice du programme 01, direction et soutien aux activités du ministère en provenance du programme 02, immigration, francisation et intégration en fonction des besoins. Donc, est-ce que je comprends bien que vous transférez des sommes qui étaient utilisées sur le terrain pour consolider votre ministère? Monsieur le ministre. Juste préciser, les dépenses finales pour l'année qui s'est passée, finalement, en francisation, ça a été 252,9 millions, on va dire 253. En 26-27, on s'en va à 256, ce qui est tout de même une hausse par rapport aux dépenses qui ont été faites précédemment. Puis, il faut voir aussi que, en ce moment, la demande pour les cours de francisation a baissé par rapport à la hausse qu'on a eue extrême au début de Francisation Québec. Et si vous permettez, je vais vous montrer un graphique qui est très parlant. C'est qu'en ce moment,
Ben, ça, c'est le nombre de personnes qui est en attente. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran ici. En fait, c'était pas ma question. Je voulais juste avoir le chiffre. Ça, c'est la liste d'attente. Oui, mais c'est pas ma question, Madame la Présidente. Moi, je voulais avoir le chiffre comptant et compté. Ah oui, je voulais savoir si, compte tenu de l'information qu'on a dans le budget des dépenses, volume 2, page 212, si le réaménagement budgétaire de l'argent a été pris au niveau du programme 02, c'est envoyé dans le programme 01. Est-ce qu'il y a moins d'argent sur le terrain au bénéfice du ministère et de l'organisation, la gestion du ministère? Ma question est très simple. C'est oui ou non? Non, il n'y a pas moins d'argent sur le terrain. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'argent qui était dans le budget global, qui était dédié à OTI, à l'informatique. Avant, c'était intégré dans l'enveloppe globale. Par exemple, en francisation, je pense qu'on avait quelque chose comme 14 millions. On avait un certain nombre de millions de dollars pour les TI en francisation. Et au ministère, on avait aussi de l'argent, par exemple, pour les TI dans les programmes d'accueil. On avait de l'argent pour les TI dans des programmes avec les municipalités. Donc, le budget informatique était divisé par secteur. Là, on a décidé de consolider tous les budgets TI en un seul. Donc, ça peut faire croire que le budget, mettons, francisation, diminue, mais en réalité, on a juste réparti différemment les sommes. L'argent qui était en TI demeure en TI. On ne retire pas de l'argent en francisation. C'est une manière différente de compter les choses. Plus efficace là, au MIFI de travailler de cette manière-là. Je vous remercie. Vous nous avez parlé, bien sûr, du PSTQ et des gens qui ont reçu des lettres d'invitation. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, je reconnais, Monsieur le ministre, que vous avez toute la latitude, l'autorité, le pouvoir de mettre en place un nouveau programme. C'est ce que vous avez fait avec le PSTQ. Mon enjeu, et que vous connaissez très bien, c'est pas le nouveau programme, c'est l'absence de mesures transitoires entre le PEC et le nouveau programme. Et là, vous avez laissé des gens en plan. Vous avez évidemment stressé bien du monde. Et j'aimerais vous rappeler, quand on a fait la planification de l'immigration, vous vous souvenez, on a entendu un expert du gouvernement, M. le professeur Rousseau, qui est venu nous parler de l'importance de la francisation, de l'importance du français et de l'importance d'une cohérence entre notre politique et notamment tous les liens qu'on a avec la France. Et je le cite, il disait « Enfin, on attire votre attention sur le fait que dans toutes les relations internationales du Québec, celle avec la France est hyper stratégique. » C'était le 2 octobre. Et si jamais la politique de réduction de l'immigration au Québec devait affecter négativement les Français, ça pourrait nuire à la relation France-Québec et plus largement aux relations internationales du Québec. Donc, on va vraiment vous alerter là-dessus. Récemment, on lisait dans les journaux que l'ambassadeur de France au Canada est sorti de sa réserve, Son Excellence M. Miraillet, et on rappelle dans un article publié dans Le Devoir le 31 janvier, on dit « L'ambassadeur M. Miraillet n'y est pas allé de main morte en confiant l'édition montréalaise en ligne du Petit Journal qu'on assistait à la fin de l'âge d'or de l'accueil des Français qui voulaient immigrer ou rester au Canada. » Il y a plusieurs Français qui m'ont appelé, écrit. Ils sont venus ici, ils ont été invités ici alors que le PEC existait. Ils se retrouvent maintenant en plan. Ils n'ont pas été appelés par le PSTQ. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à l'alerte que le professeur Rousseau vous faisait? Et est-ce que vous avez eu des discussions avec le gouvernement français pour tenter de rétablir la réputation du Québec vis-à-vis de la France que visiblement vous avez entachée? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, à vous la parole. Madame la Présidente, je ne suis pas d'accord avec la prémisse de sa question. Je veux préciser, pour ce qui est de la transition, le gouvernement s'est déjà engagé à améliorer la transition entre l'ancien programme, le PEC, et le programme d'avenir pour le Québec, le programme de sélection des travailleurs québécois. Donc, il y aura des mesures qui seront
déployer et dévoiler dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour, je vous dirais, avoir une meilleure transition entre un programme et l'autre. Il n'y a pas de nouveauté ici, ça a déjà été mentionné, repris, divulgué dans les médias. Pour ce qui est de nos amis français, d'abord, je veux préciser qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation privée très constructive avec le consul général de France, M. Lamourou. En fait, on a eu un petit déjeuner, on a discuté de beaucoup de sujets, on a parlé de ça, et je pense qu'il a été rassuré, s'il est inquiet, enfin. Il a très, très bien compris ce qu'on fait au Québec. Il a très, très bien compris que les Français sont des immigrants de choix. Évidemment qu'on les accueille et qu'on va continuer de les accueillir en très, très grand nombre et à bras ouverts. D'ailleurs, pour les 3 premières rondes d'invitation dont je parlais tout à l'heure, je n'ai pas les chiffres pour aujourd'hui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on faisait 2500 invitations. Mais pour les 3 premières rondes d'invitation du PSTQ, bien, en première place, et de loin, ce sont plutôt les ressortissants français qui sont les premiers, ceux qui ont été les plus nombreux à être sélectionnés. Plus de 200% d'écart entre eux qui sont en première place et ceux qui suivent. Donc, les Français ont été vraiment privilégiés. C'est eux que nous avons sélectionnés en plus grand nombre depuis la création du programme PSTQ. Et ça tombe sous le sens parce qu'il faut avoir des connaissances de français pour se qualifier dans le nouveau programme, évidemment, à l'oral, mais pas seulement, à l'écrit aussi. Le PEC ne demandait pas des connaissances à l'écrit, je le souligne, rehaussement des exigences, ce qui favorise évidemment les Français. Il y a aussi des points supplémentaires. Donc, on a un niveau minimal de français pour se qualifier, mais si on le dépasse, il y a des points supplémentaires qui sont donnés aux candidats qui appliquent. Il y a aussi le fait que souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les Français qui arrivent ici sous un statut temporaire, bien, ils arrivent ici jeunes, il y a des points pour l'âge, et souvent, ils sont diplômés ici, ils arrivent ici, et diplôment, il y a des points pour ça aussi. Mais au-delà de ça, au net, on le voit, les ressortissants français ont été les premiers sélectionnés, numéro 1, depuis qu'on a lancé le programme PSTQ. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour ces gens. Pourtant... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député d'Acadie. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, j'écoute Monsieur le ministre, sauf que très récemment, dans la presse, il y a un article qui titrait, en fait, il y a quelques jours, « Des élus français appellent Paris à l'aide ». Les élus français réunis à Ottawa ont voté à l'unanimité une résolution demandant à Paris de venir en aide aux Français forcés de quitter le Québec après l'abolition du PEC. Les familles mettent leurs biens en vente pour finaliser leur retour. Et ce qu'on nous apprend dans l'article, c'est que, évidemment, ces Français-là avaient été invités alors que le PEC était ouvert, ils voulaient rester ici. Et on nous dit dans l'article qu'il y a 70% des répondants qui déclarent un niveau de stress extrêmement élevé. On a des personnes en détresse psychologique incroyable. Et les pertes financières s'accumulent. 77% évoquent le coût potentiel d'un déménagement ou d'un retour forcé. 54% mentionnent des frais d'avocat ou de consultants imprévus. On demande donc du gouvernement français, parce que le gouvernement du Québec ne leur vient pas en aide, soutien psychologique pour personnes en détresse, guichet unique pour les retours. Il réclame même un audit de l'information délivrée par les organismes français et canadiens aux candidats à l'immigration, une préoccupation liée aux salons de recrutement qui se poursuivent en France. Pas qui se poursuivaient, qui se poursuivent. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, évidemment, aux diplomates français au Canada, aux Français qui sont ici? Et comment se fait-il qu'on apprend par les journaux que vous poursuivez des missions de recrutement en France? Merci. Monsieur le ministre, à vous la parole. Madame la Présidente, d'abord, on peut dire 2 choses différentes. Il pleut dehors, le tapis est rouge, mais il n'y a pas de lien entre les deux. OK? C'est pas parce que le tapis est rouge qu'il pleut dehors. Il ne pleut pas dehors parce que le tapis est rouge. Et j'invite mon collègue à éviter de faire des liens de causalité aussi farfelus. Donc, on ne peut pas dire des gens doivent quitter le Québec parce qu'on déploie le programme de sélection des travailleurs qualifiés. C'est faux. Je sais que mon collègue le sait. Et de le dire alimente les craintes et l'angoisse. Et je lui demande, à lui et à tous ceux
qui répètent des choses qui sont inexactes, de cesser. Parce qu'il y a du vrai monde qui a de vraies souffrances suite à ça. Des gens qui doivent malheureusement quitter le Québec parce qu'ils ont un permis de travail qui vient à échéance, bien, c'est parce que le permis de travail vient à échéance et c'est Ottawa qui ne renouvelle pas un permis de travail. Personne ne doit quitter le Québec parce qu'on implante le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Il y a des gens qui sont ici depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et il n'y avait pas d'angoisse. Et l'angoisse est arrivée parce que tout à coup, Ottawa a dit « Toi, je ne renouvellerai pas ton permis. » Et là, les gens dit « Hi, vite, 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 si Ottawa ne renouvelle pas mon permis, je dois avoir la permanence de Québec. » Et là, des gens se sont mis à... Donc, pas mis à chose qui est vraie. Là, des gens disent « Ouais, mais là, peut-être qu'avec le PEC, ça aurait été automatique. » Non. Avec le PSTQ, ce n'est pas automatique. C'est vrai. Mais il n'y a pas de lien de causalité du tout. Il faut faire attention, il ne faut pas répéter ça parce que ça inquiète vraiment les gens, entre le fait qu'on passe d'anciens programmes au PSTQ et avec le fait que les gens perdent leur permis de travail. C'est pas exact. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'inquiétude, puis ça amène des gens à réclamer quelque chose qui ne réglerait rien. C'est important de le faire et j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. Merci, M. le ministre. Oui. Monsieur le député. Oui, j'ai écouté M. le ministre attentivement, là, mais dans l'article que je lui cite, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est écrit « On n'a pas le choix ». C'est pas moi qui le crée, là, M. le ministre. On n'a pas le choix. M. Lopez, là, est arrivé au Québec en juin 2023 avec sa conjointe. Ses enfants, ils sont originaires de Lyon. Ils travaillent dans l'entretien ménager hôtelier en Estrie. Ils ont été recrutés depuis la France. Leur plan était simple, travailler au Québec puis décider, demander la résidence permanente puis le PEC. Le programme a été aboli en novembre 2025. Et là, bien évidemment, il va être obligé de repartir. Et c'est ce qu'il nous dit. On a décidé de retourner en France en juillet. On n'a pas le choix. Ça, c'est M. Lopez. Lui, il ne répond pas aux critères du PSTQ. Ah, il va partir. Et, évidemment, sa conjointe, elle, détient un permis de travail valide jusqu'en 2027. Mais ça ne change rien à leur décision, parce qu'évidemment, elle a voulu appliquer sur le PRTQ, mais le PRTQ a été lui aussi gelé. Alors, Madame la Présidente, moi, je veux bien, là, mais c'est pas moi qui l'invente, ça, Monsieur le ministre. Alors, moi, je ne fais pas peur au monde, je dis la vérité, Monsieur le ministre. Alors, vous nous avez parlé des mesures transitoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que ça, je pense que ça ferait en sorte qu'il y a des gens qui seraient moins stressés. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente non plus, Monsieur le ministre, parce que, je le répète, sur un plan psychologique, il y a 70% des répondants qui déclarent un niveau de stress extrêmement élevé. C'est pas moi qui l'invente, là. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, à vous la parole. Bien, je ne connais pas la situation particulière de M. Lopez précisément, mais écoutez, si c'est un Français de France, je ne doute pas qu'il y ait un niveau de français sans doute même supérieur au niveau 7, qui est le niveau de qualification. Et si ça fait 1 an à 2 ans, dépendamment des secteurs qui travaillent ici, bien, est éligible au nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Il pourrait aussi être éligible dans l'ancien programme s'il était encore en vigueur, mais là où je veux clarifier quelque chose, c'est que les gens se sont imaginés que, parce que dans l'ancien programme, après 2 ans, on est éligible, mais les gens se sont dit, après 2 ans, j'ai mon CSQ, c'est réglé. Or, si 200 000 personnes arrivent en 2025, en 2027, ça fait 2 ans qu'ils sont là. 200 000 personnes peuvent se dire, ou peuvent croire, parce qu'on leur répète à tort, bien, vous allez tous avoir votre CSQ en 2027, ça fait 2 ans. Alors que non, si tu arrives en 2025, dans l'ancien programme PEC, 2 ans plus tard, en 2027, tu peux être éligible si tu as un niveau de français plus 2 ans. Éligible, tu as le droit de déposer ta candidature, mais après, qu'est-ce qui t'arrive? Tu arrives dans le fil d'attente de premier arrivé, premier servi. S'il y a 50 000 personnes en avant de toi, bien, c'est comme dans l'époque des années 90, là, quand les gens essayaient d'avoir des billets pour aller au forum, puis ils couchaient, là, puis il y avait une file d'attente sur des kilomètres dans la rue. Là. On imagine ça. Tu es dans la file, tu as le droit d'être dans la file. Mais ça se peut que ça prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ça soit ton tour, parce qu'on n'accepte pas 300 000 personnes par année au Québec. Donc, je veux préciser ceci. Pour ce qui est des mesures transitoires entre la fin de l'ancien programme, le déploiement du nouveau, bien, ce que j'ai dit, c'est qu'on travaille sur des scénarios qui seront optimaux pour tous, et puis en temps opportun, on pourra les faire connaître et les déployer.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, à vous la parole. Il y a un autre élément que j'ai soulevé, Madame la Présidente, parce que dans l'article, on dit que, d'abord, et c'est pour ça que des élus français de l'étranger réclament un audit de l'information, compte tenu de tout cet élément-là. On dit qu'il y a des préoccupations liées au salon de recrutement qui se poursuivent en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Monsieur le ministre? Vous poursuivez des salons de recrutement à l'étranger? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, si vous donnez une réponse en 40 secondes. Bien, j'aurai l'occasion de revenir, mais je vais commencer. On a limité énormément les missions internationales, les salons de recrutement, mais il y a quand même des secteurs qui sont en très grande pénurie et qui sont des missions fondamentales de l'État. On va dire l'éducation. On ne s'empêchera pas d'aller faire de manière très, très ciblée avec la Fédération des centres de services scolaires, par exemple, une mission de recrutement dans des pays francophones pour aller chercher, par exemple, des enseignants pour s'assurer que nos élèves aient accès à des cours. D'autant plus que les enseignants qui sont ici, avec le nouveau programme, ne sont pas sur une file d'attente, là, quelque part, qui passeront un jour. Ils sont priorisés, sélectionnés d'abord. On ne s'empêchera pas de répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Merci, Monsieur le ministre. Le bloc étant terminé, nous allons maintenant poursuivre avec Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Je salue également son cabinet, son équipe ministérielle, ainsi que l'ensemble des collègues députés. Donc, le PEC a suscité beaucoup de débats dans la société. Aujourd'hui, on a appris que plus de quelques 60 000 résidents non permanents ont quitté le Québec. C'est une compilation faite par la presse. Vous l'avez sans doute vu, Monsieur le ministre. Donc, 51 413 résidents non permanents sont partis du pays, carrément, et 7 592 sont partis vers d'autres provinces, comme on dit, des cieux plus cléments. C'est ce qui laisse une solde migratoire négative de 7 126. C'est la première fois depuis au tournant des années 2000 qu'on commence à constater un solde migratoire négatif au Québec. C'est une première. Donc, le gouvernement de la CAQ est en train de présider à la décroissance de la population du Québec. C'est un exploit. Il faut vous féliciter. La question que je vais vous poser, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez quantifier, vous pouvez chiffrer l'impact de cet exode des travailleurs et travailleuses sur le PIB du Québec? Merci, Monsieur le député. La réponse, Monsieur le ministre? Oui, Madame la Présidente, je veux préciser quelque chose. Les politiques migratoires qu'on déploie ne sont pas des politiques radicales ou extrêmes. Ce qui a été radical, ça a été la perte totale de contrôle du gouvernement canadien de ses frontières. Ça a commencé avec le chemin Roxham. Je me souviens, en 2016, 2017, peut-être 2015, 16, 17, c'était terrible. Et puis après ça, ça s'est poursuivi aux aéroports, alors que Ottawa, puis notre ami, l'ancien premier ministre Justin Trudeau, disait on va accueillir tout le monde, il n'y a pas de problème. On ne demandait même pas de visa à des gens. Les gens venaient de pays où ils n'étaient nullement menacés, dans certains cas. Il y a des gens, bien sûr, qui arrivaient, qui fuyaient la guerre, la misère, etc., mais il y a des gens qui arrivaient simplement pour améliorer leur sort. Je les comprends. Mais le net, c'est qui est arrivé en 2022, 23, 24, une croissance insoutenable de la population québécoise via les résidents non permanents, essentiellement à cause de la crise des demandeurs d'asile. Ils sont arrivés à coût de 40 000, 50 000, même l'an passé, plus de 36 000 en 2025. C'est loin d'être terminé. Puis via le programme PMI, Programme Mobilité Internationale d'Ottawa. J'ai obtenu de l'ancien ministre Miller un engagement de réduire de presque 100 000 les PMI. Il m'avait dit 94 000 en 3 ans. Ça commence à baisser. Mais, Madame la Présidente, on ne pouvait pas continuer comme ce qu'on a vécu précédemment. Merci, Monsieur le ministre. Pour que ça soit équitable, essayez de donner des réponses courtes pour maximiser les questions
de la deuxième opposition. Allez-y. Le ministre n'a pas répondu à ma question. Je lui demande de chiffrer l'impact de ces politiques, l'exode des travailleurs sur le PIB du Québec. D'ailleurs, je lui fais remarquer que dans les budgets présentés hier, et je cite la page A21, guillemets, le vieillissement de la population et la diminution de l'immigration temporaire et permanente limiteront les gains économiques au cours des prochaines années. Donc, c'est votre gouvernement qui reconnaît que cet exode des travailleurs va diminuer la croissance économique du Québec. Est-ce que vous pouvez la quantifier? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. D'abord, je précise que le gouvernement québécois demande le maintien des travailleurs étrangers temporaires qui sont à l'extérieur de Montréal-Laval sur le territoire québécois. Donc, on n'est pas là des gens qui expulsons ou demandons des expulsions. C'est pas nous. C'est pas le gouvernement du Québec qui demande ça, d'aucune manière. C'est Ottawa qui refuse de renouveler des permis et qui expulse des gens. On demande une reprise de contrôle pour les demandeurs d'asile. Le Québec a fait bien plus que sa part. J'aimerais entendre Québec solidaire le dire. D'ailleurs, là, quand on reçoit année après année 60, 50, 40, 37, 38 % demandeurs d'asile alors qu'on est 22 % de la population canadienne, oui, c'est beaucoup trop. Oui, ça prendrait une répartition à l'intérieur du Canada, comme ça se fait en Europe. Et si on veut... Est-ce que je peux poursuivre ou je reviens tantôt? Une dernière phrase, peut-être? Une dernière phrase. Bien, écoutez, je vais attendre votre prochaine question. Très bien, mais je remarque que je vous ai posé une question et vous n'avez pas répondu. L'impact sur le PIB du Québec, là, même si votre gouvernement le reconnaît, il n'y a pas de réponse. Parmi les 59 000 personnes qui ont quitté le Québec, est-ce que vous pouvez nous dire combien étaient des infirmières du réseau de la santé? Merci. Monsieur le ministre. Bien, je vais y aller avec la réponse parce que mon collègue m'a parlé du PIB en citant les pages du budget. Je l'invite à aller voir la page E15. E15 du budget qui dit en 2023-2024, le niveau de vie a légèrement diminué au Québec. Les effets de l'inflation élevée et la politique monétaire restrictive ont freiné la progression du PIB réel en 2023. En outre, les facteurs temporaires spécifiques au Québec, tels que les feux de forêt, la faible hydraulicité dans les bassins d'Hydro-Québec, les grèves dans le secteur public, ont également ralenti l'activité économique. OK? En 2024, l'augmentation record de la population québécoise découlant de l'immigration a modéré l'effet de l'accélération de la hausse du PIB réel sur le niveau de vie. Corrélation, augmentation démesurée de la population, baisse du niveau de vie. En 2025, la croissance d'activité économique conjuguée à la décélération de l'accroissement démographique, là, on a un lien de cause à effet que mon collègue faisait de manière bien maladroite. Là, on a un lien qui marche, là. La croissance d'activité économique conjuguée à la décélération de l'accroissement démographique a permis au niveau de vie de retrouver le sentier de la croissance. Cette tendance s'accélérera en 2026-27. Pourquoi? Parce qu'on reprend le contrôle de notre immigration. C'est pas beau, ça, Madame la Présidente? Merci. Juste une personne à la fois parce que c'est très difficile, sinon on n'entendra pas. Alors... Question, combien parmi les 59 personnes qui ont quitté le Québec, combien d'infirmières ont quitté le réseau de la santé? Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Ottawa a bien des travers, mais pour ce qui est de la santé et de l'éducation, il n'impose pas le même niveau de travailleurs étrangers temporaires par établissement. Il est plutôt à 20 %. De ce que je comprends, les gens peuvent renouveler leur permis de travail en santé et en éducation. Et s'ils ne le peuvent pas, il faudrait qu'ils demandent à Ottawa pourquoi Ottawa ne renouvelle pas des permis de travail, par exemple, d'infirmières ou d'enseignants. Ce n'est pas notre souhait. Et nous, ces personnes-là, non seulement on veut qu'on renouvelle le permis de travail, mais on les privilégie via le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Est-ce que mon collègue est d'accord pour qu'on privilégie ces travailleurs-là plutôt que de les envoyer dans une file d'attente? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est d'accord pour... La question était très simple. Combien d'infirmières à statut de résident temporaire ont quitté le Québec, là, ou combien d'éducatrices des centres de la petite enfance, ou combien de professeurs d'enseignement primaire? Est-ce que le ministre possède ces chiffres-là? S'il ne les possède pas, qu'il nous dise non, je ne les ai pas. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je n'ai pas accès à ces chiffres-là. S'ils existent, je ne suis pas certain qu'il y a des enseignants ou des infirmières ou des éducateurs qui ont quitté le territoire québécois. Si c'est le cas, c'est certainement pas suite à des politiques du gouvernement québécois, puisque nous travaillons à les attirer. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait que nous faisons encore fièrement, puis on s'en excusera pas, on fait encore des missions de recrutement pour ces secteurs qui sont stratégiques, puis on va leur donner de la permanence avant tous les autres, en plus de ça, parce qu'ils sont importants. Merci.
Monsieur le député? Monsieur le ministre, son gouvernement, et non seulement son gouvernement, là, mais on parle beaucoup de la capacité d'accueil, alors que c'est un concept éminemment dynamique là, qui dépend des efforts justement mis par l'ensemble de la société, y compris le gouvernement, en construction de logements, en création de places en CPE, etc., etc. Est-ce que le ministre peut nous signaler des documents et déposer des documents lui ayant permis de déterminer exactement quelle est la capacité d'accueil du Québec? Merci. Monsieur le député, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, pendant les travaux de la planification pluriannuelle, l'automne dernier, on a entendu plus de 70 groupes, peut-être 75, plus de 70 groupes. Plusieurs nous ont parlé des facteurs qui peuvent faire partie de la capacité d'accueil. Évidemment, c'est la capacité à loger les gens. Est-ce qu'on a en ce moment des logements qui sont libres? Est-ce que nous sommes au seuil d'équilibre de 3 % de logements libres? Si la réponse est non, si on n'a pas au moins 3 % de logements libres, ça veut dire qu'on est en déséquilibre, on est en pénurie de logements. Bien, on n'a pas la capacité d'accueil, on n'est pas capable de les loger. Est-ce qu'on a des places disponibles dans nos classes? Est-ce qu'on a assez de classes d'abord ou est-ce qu'on est obligé de construire des écoles puis d'installer des classes modulaires? Est-ce qu'on a des places qui sont libres? Est-ce qu'on a des enseignants, même des suppléants qui attendent d'avoir un poste parce qu'ils ont hâte qu'on leur offre une classe? Ou plutôt, on est obligé d'embaucher des gens qui n'ont pas toutes les qualifications requises. Merci. Alors, Madame la Présidente, je pense que c'est évident, la capacité d'accueil est dépassée. Tout le monde le reconnaît. Parfait. Merci. À votre niveau, Monsieur le ministre, là, je pense qu'il faut dépasser les évidences et s'appuyer sur des données concrètes. Il s'est posé des questions. Est-ce qu'on a assez de logements? Est-ce qu'on a assez de places? Est-ce qu'on a ci? Est-ce qu'on a ça? S'est-il répondu à ces questions? A-t-il un document dans lequel il répond aux questions qu'il a posées lui-même, qu'il vient de poser? Ou c'est des évidences qui lui semblent, qui lui paraissent des évidences? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous voulez donner une réponse? Ben oui, chiffré. Nous sommes dans la grande majorité des régions québécoises avec un taux de logement disponible inférieur à 3 % Donc, on n'a pas la capacité de loger. C'est mathématique. En bas de 3 c'est le seuil d'équilibre. En bas de 3 tu ne peux pas accueillir assez de monde. Tu n'as pas suffisamment de logements. Ensuite, est-ce qu'on est obligé d'embaucher des professeurs qui n'ont pas les qualifications? Non. Combien? Il faudrait demander à la ministre de l'Éducation, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils sont non légalement qualifiés. Je ne dirais pas qu'ils sont incompétents, mais ils n'ont pas la qualification légale. On est obligé de les embaucher parce qu'on a trop d'élèves pour le nombre d'enseignants, capacité d'accueil dépassée. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député? Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous spécifier combien de missions à l'étranger planifiez-vous pour l'année 2026? De recrutement, on s'entend. Merci. Monsieur le ministre? Je vais vous trouver cette réponse. Est-ce qu'on l'a? On en a quelques-unes. C'est très limité, à la fois en nombre et en... on peut me l'envoyer? Vous voulez passer peut-être la parole? Bien, juste en attendant, non, ça va, juste en attendant que la réponse arrive, je peux vous dire que le ministère avait des effectifs à l'international aussi pour faire du recrutement et en cohérence, on a diminué. On avait 30 employés en 2025. Maintenant, on est à 17 employés à l'international qui sont déployés du MIFI. Je pense que c'est évident qu'on doit moins recruter de gens, mais par contre, on ne s'empêchera pas de le faire pour les missions fondamentales. On a 5 missions, mais je veux faire attention. Maintenant, la plupart de nos missions se font en Teams. On imagine une mission, 5-10 personnes qui prennent l'avion avec leur valise, puis qui s'en vont passer des semaines pour aller faire du démarchage. Ce sont des fois des salons de l'emploi qui se font tout simplement en virtuel, en Teams ou en Zoom. Donc, n'imaginez pas de grandes dépenses et de grands voyages pour aller recruter. Merci. Monsieur le député. De la précision, mais j'allais vous poser justement la question de combien ça allait coûter, mais vous avez répondu, enfin, ça va pas coûter beaucoup, là, mais combien de travailleurs et travailleuses quelle est votre cible de recrutement en termes de personnes? Merci. Pour toutes les missions en 2026. Merci. Monsieur le ministre. Très bien. Donc, on est dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux, construction, transformation alimentaire. Pour l'hiver et le printemps 2026, on pense avoir entre 335 et 515 embauches. Donc, on est dans des petits nombres très ciblés pour répondre à des secteurs où on a des pénuries importantes au Québec, considérant qu'on va accueillir presque 120 000 permanents sur 4 ans. C'est ça notre planification pluriannuelle,
accueillir à peu près 115, 120 000 permanents sur 4 ans. Il n'y a personne qui va me faire croire que c'est un scandale d'aller embaucher entre 300 et 500 personnes pendant l'année dans des secteurs prioritaires. Merci. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. J'ai une question qui me paraît importante et très actuelle. Vous savez que la Cour suprême a rendu un jugement donnant accès aux enfants des parents demandeurs d'asile aux garderies subventionnées. Et dites-moi, est-ce que votre gouvernement songe à utiliser la clause dérogatoire pour se soustraire à ces jugements-là? Oui, Madame la Présidente. La décision n'a pas été prise à cet égard-là. La position du Québec, qui est la même par notre gouvernement que par le précédent gouvernement libéral qui avait instauré ce recours. C'est rare, on est d'accord, mais là, on est d'accord. On pense qu'on doit d'abord donner des services aux Québécois, aux enfants des Québécois. On n'est pas contre le fait que des demandeurs d'asile puissent y avoir accès, mais il faut d'abord s'assurer que les familles des gens qui sont permanents ici, qui sont des Québécois, ou qui sont des nouveaux arrivants, mais qui ont le statut de citoyens québécois et canadiens, on pense qu'ils devraient avoir accès avant les autres. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci, Monsieur le ministre. Je comprends la réponse du ministre, c'est que la décision n'a pas été encore prise, donc ça peut être oui ou non. Donc ce que je comprends, c'est que votre gouvernement pourrait invoquer la clause dérogatoire pour se soustraire à la décision de la Cour suprême concernant cette décision-là. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. C'est bien. Bien, écoutez, c'est un article de loi qui est à notre disposition. C'est un outil législatif légitime qui a d'ailleurs été écrit par de très fédéralistes M. Chrétien et M. Trudeau qui aimaient beaucoup leur Constitution canadienne et qui trouvaient que dans l'équilibre des droits, c'était nécessaire de laisser aux provinces cette capacité de se soustraire à des jugements puis d'utiliser cet article. Donc, il est possible que nous l'utilisions. Il est possible que nous l'utilisions dans le respect de nos valeurs parce qu'on travaille d'abord pour les Québécois. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Présidente, vous avez récemment coupé une allocation de $413 par mois aux familles de demandeurs d'asile ayant des enfants handicapés. Et vous avez également coupé l'aide à la scolarisation des enfants demandeurs d'asile qui arrivent seuls au Québec. Et est-ce que vous pensez que c'est moralement justifié de fragiliser la situation d'enfants handicapés ou d'enfants seuls? Est-ce que vous pensez que moralement la société québécoise est rendue à ce point-là pour traiter les sujets des demandeurs d'asile? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, il vous reste 22 secondes au bloc. Alors, Madame la Présidente, je pense qu'il faut toujours être prudent. Quand on parle de soins de santé, quand on parle de personnes vulnérables, il faut prendre garde. Ce n'est pas le genre de décision qui doit être prise à la légère. Ceci dit, c'est une décision qui a été prise par nos collègues à la santé. Je pense que ce serait bien de poser la question dans le cadre de leur étude de crédit. Merci. Alors, le bloc étant terminé, merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Maintenant, nous allons procéder immédiatement au bloc avec Monsieur le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que ce serait possible de savoir de combien de temps je dispose? Bien sûr. 10 minutes, 30 secondes. 10 minutes, 30 secondes. Merci. Merci. Monsieur le ministre, estimés collègues, bonjour. Je vais commencer avec le programme de l'expérience québécoise. Selon nos données, Monsieur le ministre, le PEC a permis la sélection de 5 900 personnes en 2022, là j'arrondis, 9 300 en 2023, 20 200 en 2024, 18 532 au 31 octobre 2025. En 2025, quand on parle de ces 18 000 personnes qui ont obtenu la résidence permanente à travers le PEC, on sait que le volet de travailleurs a été suspendu en juin de la même année. Celui des étudiants avait été suspendu l'année précédente. Selon vos estimations, Monsieur le ministre, si le programme du PEC n'avait pas été suspendu, combien de personnes auraient obtenu la résidence permanente en 2025 via le PEC? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. La Présidente, c'est difficile à dire parce que, comme on dit, PEC, pas PEC, nos cibles ne changent pas. Le nom du programme qui permet d'accéder au CSQ puis à la résidence permanente peut varier. La capacité d'accueil ne change pas, puis la décision du gouvernement qui est de respecter ses cibles
reste la même. Il y avait une multitude de programmes. Au moment où il y avait le programme d'expérience québécoise, PEC travailleur, il y avait aussi le PEC diplômé. Et les règles pour ces deux programmes-là ont changé. Des fois, quand les gens disent « je veux une clause grand-père », je dis « OK, laquelle? » Je veux dire, par exemple, les conditions pour le PEC diplômé n'étaient pas les mêmes en 2020, en 2022, en 2024, en 2025. Il y a eu des changements. Fait que des fois, il faut savoir ce qu'on demande. Il y avait aussi le PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés. Puis comme ces programmes-là étaient imparfaits, puis ne permettaient pas de sélectionner des gens qui sont extrêmement importants, il y avait un paquet d'autres programmes qu'on appelait des programmes, comment on les appelait, les temporaires, les programmes, les projets pilotes. On les appelait projets pilotes qu'on avait créés à côté pour essayer de sélectionner du monde. Mais d'une manière ou d'une autre, là, PEC ou PSTQ, une fois qu'on atteint le niveau, quand on dit on va accueillir 25 000 ou 30 000 ou 35 000, on arrête ensuite. Merci, M. le ministre. Juste laisser. Votre prédécesseur avait permis l'inscription continue au PEC. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, il avait sorti les PEC des seuils, n'est-ce pas? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, oui, mais seulement pendant 1 an et seulement pour les diplômés. Le programme PEC travailleur n'a jamais été, si j'ose utiliser le terme, hors seuil. Il n'y a eu qu'un an de PEC hors seuil et ce n'était que pour les diplômés. Merci. Donc, vous n'aviez pas de prévision? De précise. La raison pour laquelle vous avez décidé de suspendre le PEC, ce que vous me dites, c'est pas parce qu'il y avait eu une augmentation du nombre de personnes qui avaient postulé à ce programme-là. Bien, merci, M. le ministre. merci, Mme la Présidente. Vous êtes patiente avec nous. Je vous remercie. Des fois, on s'interpelle. Là. Vous êtes bonne. On a tout simplement cessé ou on a suspendu parce qu'on avait atteint le maximum. Un des enjeux qu'on avait avec l'ancien programme, c'est que parfois, en quelques mois, on pouvait atteindre. C'est comme si on remplissait le bain avec un boyau de pompier. Pas trop long que ça arrête. Tu ne veux pas que ça déborde, tu fermes d'un coup. Et là, ça faisait, on ouvre, tout le monde arrive d'un coup, on gèle pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. On ouvre, on gèle d'un coup. Et là, il y a des gens qui disent, ben voyons, ça coupe toujours, pourquoi c'est gelé, etc. Donc, une fois qu'on atteint le maximum, il fallait geler. Donc, quand je suis arrivé aux affaires à l'immigration, moi, je suis arrivé au début de l'automne 2024, bien, je voyais que l'année 2025 était déjà pleine. Était déjà pleine. On était en 2024 parce que ça arrivait avec un tel nombre. Pourquoi? Bien, je m'arrête. Je reviendrai. Et vous n'aviez pas de précision à savoir si on avait maintenu le programme initial, vous n'aviez pas d'estimation, voir qu'est-ce que c'est donné de laisser le programme aller en termes de nombre de gens qui auraient appliqué. Est-ce que ça veut dire qu'en 2026, après 2 mois, il aurait fallu suspendre le programme? Est-ce que c'est... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien... Madame la Présidente, désolé. Ouais. Merci. Allez-y, M. le ministre. Je comprends votre question, mais ni moi, ni ma prédécesseur, on n'a jamais eu dans notre cahier de possibilités de dire qu'est-ce qui arrive si on laisse tout déborder. C'est pas comme ça qu'on gouverne. On dit, ben voici la planification. Lorsqu'on l'atteint, on arrête. Le nouveau paradigme avec le PSTQ, c'est qu'on dit, ben on va en accueillir 28-29 000, par exemple, cette année. Puis plutôt que de faire ça en 2 mois, puis après ça, on ferme pour 10, puis de créer tout le temps. Vous savez, c'est comme quand on fait un gel. Quand on fait un dégel, les gens ils ont hâte, puis ça crée des crises pour rien. On s'est dit, allons graduellement, mensuellement. Donc, avant, je ne peux pas vous dire là, combien, mais écoutez, on était en septembre, en octobre 2024, puis on voyait que l'année 2025 était pleine, qu'il fallait arrêter, puis que l'année 2026 était commencée. Là. Donc, ça débordait d'1 an, sinon 2 ans. Pourquoi? Essentiellement parce que... Merci, M. le ministre. Je pense que... Madame la Présidente, merci. Les 2 candidats à la chefferie de la CAQ en ce moment proposent des clauses grand-père. La députée de Sanguinet propose de réactiver le PEC pour une durée de 2 ans pour accorder une clause de droit acquis à celles et ceux qui étaient au Québec au moment de la fermeture du PEC. Selon vos estimations, à combien de personnes cela pourrait-il s'appliquer? Est-ce que vous avez une idée de ça? Merci. Monsieur le ministre. Oui. Le consensus, je m'excuse, Madame la Présidente, le consensus qu'on retrouve au gouvernement, peu importe les aspirants à la chefferie ou les gens qui sont actuellement sur la banquette et dans le caucus, c'est de sabler un peu, d'affiner les coins pour avoir une meilleure transition, puis, je vous dirais, apaiser les craintes, puis rassurer des gens sur le territoire québécois, des gens qu'on veut garder, d'accord? Donc, la mesure transitoire sera définie plus tard et vous sortir un chiffre sur combien de personnes
dans un des 2 ou des 3 ou des 4 scénarios qui ont été lancés par différentes personnes, ce ne serait pas constructif à ce stade. Merci. Allez. Je comprends que vous n'avez pas ce chiffre-là, vous n'avez pas d'estimation de ce que ça voudrait dire pour la proposition de Mme la députée de Sanguinet ou du député de Lévis? Merci, M. le ministre, allez-y. Ce seraient des chiffres hautement théoriques. Il faudrait voir parce que dans le PSTQ, le nouveau programme, des gens déposent des demandes. On a une banque de candidatures, on l'appelle la BDI, la banque de candidatures qui est là, ça s'appelle ARIMA, puis on voit combien de personnes ont postulé, puis on regarde, on peut savoir est-ce qu'ils ont les critères, etc. Le PEC est fermé en ce moment, donc les gens n'ont pas postulé. Donc je n'ai pas cette banque de candidatures. Je sais combien de personnes sont sur le territoire québécois, mais combien de ces personnes-là ont le niveau 7 de français? Exactement. Combien de ces personnes-là veulent rester? Parce qu'il y a des gens qui dans le principe de temporaire, c'est qu'ils sont venus de manière temporaire, veulent quitter. Donc, je ne peux pas savoir quel est le niveau de français de tout ce monde-là et combien voudraient appliquer. Comprenez? C'est hautement théorique. On ne leur a pas demandé. Il faudrait comptabiliser cette information-là. Il faudrait qu'ils déposent tous leur avis d'intention et là, on pourrait voir précisément. Mais il y a des centaines de milliers de personnes sur le territoire. Merci, M. le ministre. Monsieur le député. Je vais vous questionner sur les demandeurs d'asile, Monsieur le ministre, Madame la présidente. Selon les données du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec sorties dans le Journal de Québec, hier, le Québec a versé 1,650 milliard depuis 2020 en assistance sociale aux demandeurs d'asile. C'était 435 millions en 2025. Ça représente à peu près 21 des demandes. Est-ce que vous avez ce pourcentage pour les autres services rendus aux demandeurs d'asile en santé, éducation et francisation? À savoir combien équivaut les dépenses lorsqu'on parle des demandeurs d'asile pour les autres services? Merci. Monsieur le ministre. Présidente, j'ai été aux premières loges pour ces négociations-là parce qu'en début de mandat, j'étais aussi responsable des relations canadiennes, puis je travaillais avec mes collègues à l'immigration pour négocier avec Ottawa les arriérages pour les premières années. On avait établi que sur 3 ans, on avait dépensé pour 1 milliard en 3 ans pour accueillir demandeurs d'asile. Donc là, ça comptait l'aide sociale, mais aussi la francisation, les vêtements, l'hébergement d'urgence, les soins de santé, les soins psychologiques. Les demandeurs d'asile, parfois, ils arrivent, puis écoutez, ils ont vécu des choses terribles. Il faut les soutenir, il faut leur donner des soins, travail social, etc. Et on avait, sur cette facture de milliard, on a reçu à peu près 750 millions. On a signé. Il y a une nouvelle facture actuelle de 733 millions pour l'année 2024. Merci. Monsieur le député. C'est exactement ma question. Vous avez demandé 733 millions de compensation. Combien vous avez reçu? Merci. Monsieur le ministre. Pour l'année, je veux juste dire, en 3 ans, on avait une facture d'1 milliard. Là, en 1 an, on a une facture de 733 millions. Pas besoin d'être un champion de mathématiques pour voir que c'est un problème qui est croissant. Et le fédéral vous a donné combien, Monsieur le ministre? D'accord. Sur le 733 millions, nous avons à présent reçu 43,1 millions. Vous comprendrez qu'on a un manque à gagner de 689,9 millions de dollars seulement pour l'année 2020. Merci. Monsieur le député? Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la présidente, je pense que ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, à savoir combien de demandeurs d'asile on a reçus en 2025 sur notre territoire. Merci. Monsieur le ministre? Nous avons reçu en 2025 plus de 36 000 demandeurs d'asile, donc 34,5 de tous les demandeurs d'asile du Canada, alors que nous sommes à peu près 22 de la population canadienne. Si ce n'était que sur 1 an, ce serait un problème. Mais ça fait plusieurs années, et c'est à pire, c'est pas un problème, c'est une crise. Merci. Combien de demandeurs d'asile se trouvent dans le réseau scolaire en ce moment, diriez-vous? Merci, Monsieur le ministre. Malheureusement, le temps, votre bloc étant terminé. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le député de l'opposition officielle, Monsieur le député Lacadie. Je vous rappelle que vous disposez d'un bloc de 7 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le ministre, précédemment, et on a terminé notre échange là-dessus, en ce qui a trait aux missions de recrutement à l'étranger, et vous nous avez dit que vous n'alliez pas vous priver d'aller recruter notamment des enseignants à l'étranger, si je vous ai bien compris. Cependant, on apprenait dans les journaux il y a quelques semaines qu'avec, évidemment, la fermeture et l'abolition du PEC, il y a environ 1000 employés d'école menacés d'un départ forcé. Là-dessus, il y a à peu près 200 enseignants, et ça, c'est 10 centres de services sur 72. Alors, eux
sont menacés de sortir. Vous nous annoncez des missions de recrutement à l'étranger dans le domaine de l'éducation. Est-ce que c'est pour remplacer ceux que vous mettez à la porte? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Terrible, Madame la Présidente. C'est comme si je disais, avec quelle arme avez-vous tué votre frère? Quelle question biaisée, terrible. C'est indigne. On ne met personne à la porte, Madame la Présidente. Je demande de retirer ça. Juste un instant. Une personne à la fois. Vous avez posé une question. Monsieur le ministre, pouvez-vous juste répondre à la question? Aucun. Question niaiseuse, réponse niaiseuse. Aucun. Non, un appel au règlement, madame. Ce sont des... Juste un instant. Monsieur le député d'Acadie, c'est moi qui préside. Là, une personne à la fois, parce que sinon on n'entend pas, c'est le chaos. Bon, maintenant, Monsieur le ministre, on fait attention à nos propos, les deux. Vous avez posé la question. Voulez-vous répondre à la question? Vous avez déjà répondu à la question? Juste. Nous ne mettons pas des gens à la porte. Bon. Les enseignants, d'ailleurs, peuvent obtenir des renouvellements de permis le temps que nous les sélectionnons et que nous leur donnions la permanence pour ceux qui veulent être permanents et qui veulent devenir des citoyens québécois et canadiens. C'est notre intention. On veut les garder ici chez nous. Ottawa a fait des cibles puis refuse de renouveler des permis. Mais de manière générale, par secteur d'emploi, par lieu d'emploi, il faudrait qu'il y ait plus de 20 personnes sur 100 qui soient des gens à bas salaire. Alors, normalement, les enseignants ne sont pas à bas salaire de toute façon. Donc, je ne vois pas pourquoi les enseignants n'auraient pas un renouvellement de permis. Voilà pour le statut temporaire. Et je vous le dis, nous travaillons extrêmement fort pour leur donner la permanence pour qu'ils aient pu demander des renouvellements de permis. Merci. Monsieur le député. Oui, Madame la Présidente. Êtes-vous au courant, Monsieur le ministre, si le MIFI a fait la promotion du PEC lors des missions de recrutement au cours des dernières années? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, probablement que le gouvernement et ses partenaires, parfois, par exemple, je sais qu'il y avait Québec International, Drummondville International, faisaient la promotion des programmes existants au moment où ils étaient en vigueur. Ce ne serait pas surprenant. Merci. Monsieur le... Plus spécifiquement en 2023, alors que votre gouvernement, ça, vous étiez au pouvoir, n'est-ce pas? C'était vous, le gouvernement de la CAQ. Vous visiez le recrutement de 3 000 travailleurs à l'étranger. Avez-vous fait la promotion du PEC lors de ces missions de recrutement? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, probablement que le programme que le gouvernement faisait la promotion de leur programme, j'imagine, c'est sûr que le gouvernement, lorsqu'il dit à des gens, bien, venez appliquer et vous utiliserez les programmes qui sont existants. Lorsqu'il y a un programme qui est existant, on dit aux gens, bien, si vous voulez venir au Québec, vous allez appliquer dans le programme qui est en vigueur à ce moment-ci. Par contre, il faut savoir que lorsque les gens arrivent sur un permis temporaire, c'est temporaire, et ils doivent signer d'ailleurs quand ils obtiennent leur permis de travail au gouvernement canadien, ils doivent signer comme quoi ils savent que c'est temporaire et qu'ils sont prêts, ils ont les ressources financières pour retourner à tout moment chez eux lorsque le permis vient à échéance. Les gens signent ce document lorsqu'ils arrivent. Sinon, ils n'ont pas leur permis de travail. Ça fait partie des conditions d'arrivée. Je ne dis pas que je veux qu'ils partent. Je dis juste que ça fait partie du contrat social. Parfait. Merci. Monsieur le député. La réponse de M. le ministre que, comme vous avez dit, probablement, puisque le programme était en vigueur à ce moment-là. Moi, je vous parlais particulièrement de l'année 2023. Vous visiez 3 000 travailleurs de recrutés à l'étranger. La période de temps pour être admissible au PEC, c'était 2 ans? Merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, pour être admissible, pour avoir le droit de postuler, il fallait avoir le niveau 7 de français et avoir 2 ans de travail. Mais une fois que l'on postule, ça ne veut pas dire que le lendemain, on est admis. Ça veut dire qu'on a le droit de se mettre en ligne. Après, s'il n'y a personne dans la ligne, on tire le billet numéro 1. On est appelé numéro 1. S'il y a 5 000 personnes, on est 5 001. S'il y a 300 000, on est 300 001. Parfait, merci. Que vous êtes d'accord avec moi, M. le ministre, pour dire que si le gouvernement fait des missions de recrutement à l'étranger, vous avez besoin des milliers de travailleurs et qui vont être admissibles 2 ans après, que vous les avez invités en disant qu'il y avait un programme qui était valable, ouvert, et que c'est ce temps-là que ça prenait, et qu'en 2025, vous coupez le programme, vous avez renié votre parole? Monsieur le ministre. Non, Madame la Présidente, là-dessus, je ne suis pas. D'aucune manière, le gouvernement a renié sa parole. Lorsqu'on
fait du recrutement international, peu importe, dans tous les domaines. Là, par exemple, même en économie, si on veut attirer des investisseurs, on y va avec les programmes qui sont en vigueur, mais ça se peut que 6 mois plus tard, la politique économique change, ça se peut que Investissement Québec change sa vision, ça se peut que le gouvernement québécois ait des programmes qui ne sont pas en vigueur, qui deviennent en vigueur, des fois qui sont plus avantageux. Par exemple, je vais vous donner un exemple, une infirmière qui aurait été recrutée en se faisant dire, hey, vous savez, il y a le programme d'expérience québécoise qui arrive ici, puis c'est le programme de sélection des travailleurs québécois. Elle dit, hey, tant mieux, j'ai plus besoin d'attendre 2 ans, je vais être priorisé, je peux être sélectionné après 6 mois. Et je pense pas qu'elle va dire, hey, mon Dieu, vous avez brisé votre parole, je voulais absolument attendre 2 ans. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, il vous reste 36 secondes. Très bien. On disait un peu plus tôt que vous avez recommencé des missions à l'étranger pour recruter des travailleurs. Vous allez en faire combien à l'international et dans quel domaine? Parce que il y a des éléments qui ont été révélés dans les médias, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, en 15 secondes, s'il vous plaît. Ouais, j'ai répondu précédemment tout à l'heure. Il y a 5 expériences de recrutement. Je dirais pas que ce sont des missions, et c'est dans les secteurs prioritaires que j'ai mentionnés tout à l'heure. Merci. Santé, éducation, etc. Merci, Monsieur le ministre. Donc, ceci met fin à l'étude de crédit provisoire pour l'année financière 2026-2027. Donc, je vois que Madame la leader du point. Oui, alors, les crédits provisoires sont-ils adoptés? Le président, on va vous demander le vote électronique. Parfait. Donc, Vous n'avez pas lu la motion de mise aux voix, là? c'est les crédits provisoires, c'est ça la motion. Oui. Donc, étant donné qu'il y a une demande de vote électronique demandée par le gouvernement, je vais suspendre les travaux quelques instants pour que nous puissions appeler les députés. Merci.